Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la VoxLab Proxima. Alors la VoxLab Proxima c'est une imprimante résine LCD qui va avoir un écran LCD monochrome en 6 pouces avec une résolution 2K. Ce qui veut dire qu'on va avoir une imprimante 3D qui va nous permettre de faire des pièces de belle qualité pour un tarif qui se veut abordable. Cette machine là vous allez pouvoir la trouver à 180 euros. Et quand je dis 180 euros, c'est TTC, frais de port compris, et sans frais de douane. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir la trouver dans un entrepôt européen. Si vous allez sur le site de VoxLab, que je vous mettrai dans la description, vous allez pouvoir la commander sur un entrepôt européen. Et moi, en fait, elle est arrivée d'Angleterre et je l'ai eu 2-3 jours plus tard, quasiment. Je crois que c'était le lundi qu'ils m'ont expédié. Je crois que je l'ai eu le mercredi, un truc comme ça. Mais franchement, c'est super rapide. Et du coup, ils ont également leur marque de résine. Alors par contre, leur marque de résine n'est pas encore rentrée dans les entrepôts. Elle va pas tarder à arriver, je pense, hein, d'ici quelques temps. Mais leurs bidons de résine, c'est pareil, vous pouvez les trouver à un tarif, quand ils seront disponibles, à un tarif vraiment intéressant. Vous en aurez pour moins de 15 euros les 500 grammes de résine. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec cette machine-là, je pense. Donc cette machine-là, comme je vous disais, elle a un écran de 6 pouces. C'est-à-dire que par rapport à un écran de 5,5 pouces, elle va avoir un volume d'impression légèrement supérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 120 par 68, vous allez avoir 130 par 82. Ces petits millimètres en plus sont vraiment très intéressants parce que ça va vous permettre de faire des pièces que, ça se trouve, vous ne pourrez pas passer sur un écran de 5,5 pouces. Et franchement, je pense que cette machine-là, pour 180 euros, enfin, pas tout à fait 180 euros, j'ai fait la conversion et ça nous donne 176, ça dépend le taux de l'euro par rapport à l'USD. Mais franchement, moins de 180 euros pour une machine comme ça, moi je dis, ça va être votre prochain cadeau de Noël, je pense. Si vous voulez commencer l'impression en résine, franchement, n'hésitez pas. Après, il y a sa petite sœur aussi qui se trouve sur leur site, qui est légèrement, enfin, je veux dire, elle est en 5,5 pouces, elle a quelques features en moins, elle est toujours en 2K et elle est qu'à 140 et quelques euros. Et franchement, ça peut être intéressant. Alors du coup, celle-ci en écran 6 pouces. Donc du coup, dans cette vidéo-là, ça sera une première partie. Je vais d'abord vous présenter le produit en détail. Je vais vous présenter également Sheet2Box, le logiciel de tranchage que je vais utiliser pour faire la préparation d'une pièce et lancer une impression. On fera également un calibrage de la machine pour, je vous montre comment ça se passe. Je vais vous donner pas mal de petites astuces également sur l'impression résine, tout ça. Après, je ferai une partie 2 où il y aura beaucoup plus de détails, il y aura des impressions, des présentations d'objets, je vais tester plusieurs résines, parce qu'il y a d'abord leur résine que je vais tester, mais je vais également tester d'autres marques de résine pour voir comment elles se comportent sur cette machine-là. Parce que comme on a un écran monochrome, ça va nous permettre de faire des impressions avec des temps de solidification, des temps d'exposition beaucoup plus bas. Là, j'ai regardé les premiers réglages et franchement, on peut descendre jusqu'à 2,5 secondes, même 2 secondes. Donc tout ça, vous le verrez plus en détail dans la partie 2. Déjà dans la partie 1, je vais vous donner pas mal de choses sur cette machine-là, vous expliquer quand même pas mal de trucs. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour le déballage de la VoxLab Proxima. Dans un premier temps, on va avoir... Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le guide de démarrage rapide, avec un petit autocollant avec le service après-vente. Alors on nous dit que le service après-vente, il est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez les contacter via le mail là. Ça c'est intéressant, si on a un problème en plein week-end, ça peut être intéressant quoi. Alors c'est cool, on a deux prises secteur, en fait on a la version européenne et la version on va dire chinoise et tout le reste si on a besoin en cas où qu'on est dans un autre pays, hein, si on commande dans un pays où il n'y a pas la prise européenne. Moi du coup je vais utiliser que la prise européenne, hein, comme on s'en doute. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le transformateur pour connecter à l'imprimante. Alors du coup, c'est quoi? C'est un 12 volts 5 ampères. Alors on a une petite pochette avec des gants en nitrile. Bon, après moi j'en ai déjà une boîte, enfin j'ai fait le stock juste avant qu'il y ait le Covid parce qu'au final maintenant les gants c'est impossible à trouver à moins de 10 balles. Alors qu'avant les gants ça coûtait 2 euros, ça me... Enfin voilà quoi. C'est pour ça, j'espère pour vous que vous avez fait du stock avant le confinement parce que sinon ça va être un peu le merdier. Ensuite, on a des clés BTR avec quelques visseries. Je pense que ça doit être de la visserie de rechange. En cas où qu'on les paume, hein, si on démonte la machine. Alors, on a une spatule en métal et une spatule en plastique. Alors, comme je dis souvent, la spatule en métal, ça sert pour décoller les pièces sur la surface de travail. En fait, hein, vous y allez avec la spatule en métal. Et celle en plastique, par contre, vous allez l'utiliser si vous avez de la merde qui est collée au niveau du... En fait, le bac, au niveau du VAT, vous allez peut-être des fois avoir des pièces ou des morceaux qui sont collés. Celle en plastique, je vous conseille de l'utiliser que pour sur le FEP quoi. Celle en métal, vous évitez, sinon avec le coin, vous risquez de l'esquinter et tout. Ce qui est bien, c'est qu'elle est bien aiguisée. Du coup, ça passe bien sous la pièce si on a besoin de la décoller sur la surface de travail. Et celle en plastique, du coup. Alors, une autre chose, je vais utiliser du monocure 3D comme d'habitude pour nettoyer les pièces.
Le monocure, les spatules en plastique, ne les laissez jamais dedans. Vous pouvez en servir pour nettoyer un petit peu la spatule, mais ne la laissez jamais dedans, parce qu'au bout de quelques minutes, en fait, le monocure, enfin le Resin Away, il attaque les spatules en plastique, et j'en avais laissé une dedans moi une fois, et je ne savais pas encore à ce moment-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la spatule en plastique, eh ben, c'est pas qu'elle a fondu, c'est qu'elle a craqué de partout. En fait, la matière a réagi avec le Resin Away et voilà quoi. Par contre, pour nettoyer la résine, c'est super. Il n'y a rien de mieux. Franchement, il n'y a rien de mieux. Il y en a, ils vont me dire, ouais, il y a l'alcool à 95, ça coûte moins cher, ou l'alcool isopropylique, ou des trucs comme ça. Mais le Resin Away, ce qui est bien, c'est que ça nettoie facilement et au final, même sans ultrasons et tout, ça nettoie. Enfin, franchement, ça nettoie super bien. Et pour tout ce qui est VAT, enfin les bacs, même pour le FEP, tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets toujours un peu dans un pchit et quand je nettoie mes bacs, en fait, je pchit dedans et en fait, ça coule, ça enlève directement la résine et il n'y a même pas de frottement ou quoi que ce soit à faire. On passe directement sous l'eau, c'est rincé. Alors, autre chose également, vos résines, évitez de les balancer dans la flotte du robinet, quoi. Même si vous avez des résines washables, un conseil, quand vous faites du nettoyage de vos résines, faites-le dans un bac avec de l'eau, je sais pas, moi vous faites de l'eau mais qui va être jetée quoi. Hein, vous essayez de vous stocker, au pire si vous faites de la récupération d'eau de pluie comme moi je fais souvent, j'ai les bacs dehors et des fois quand je nettoie des pièces dans la grange, c'est de l'eau de pluie, c'est pas de l'eau du robinet quoi, ça m'évite de gaspiller de l'eau potable quoi. Du coup pour nettoyer vos pièces, essayez de faire ça au pire. Moi comme du coup j'ai le compresseur avec la soufflette, ce que je fais c'est que je mets mes pièces dans une espèce de saladier, je vais tout nettoyer dans la grange avec la soufflette et tout, parce que le Resin Away ce qui est bien c'est qu'un coup de soufflette, ça enlève bien la résine et au final c'est pratique quoi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc du coup on a une grosse mousse et ensuite on a la machine. Alors une fois qu'on a sorti du paquet, qu'est-ce qu'on va avoir dans la machine? On a un cache donc en plastique moulé, ça c'est cool, franchement je trouve que c'est propre, c'est en un seul morceau, enfin je veux dire c'est costaud, il est assez épais en plus, donc du coup c'est anti-UV, ça vous permet de protéger votre résine quand elle est dans le bac. Par contre une chose, si jamais ça fait un petit moment que vous n'avez pas imprimé ou quoi que ce soit, enfin que vous ne comptez pas imprimer dans une semaine, ce que je vous conseille de faire c'est votre résine de la retirer du VAT quand même, hein, de la remettre dans le bidon en fait. Alors du coup, il y en a qui vont me demander comment tu fais pour vider ta résine. Tu la vides pas directement, hein. Non, faut pas faire comme ça, parce que si jamais il y a des petits morceaux, des fois, ce qui peut arriver, c'est que des fois, quand vous imprimez, il y a des petits supports qui peuvent casser ou quoi que ce soit, bah, ils restent dans le bac en fait, du coup, et ils sont dedans. Alors ce que je fais, c'est que du coup, bah, je prends une théière, hein, c'est une théière en verre, hein, que vous pouvez trouver dans les magasins genre Babou et trucs comme ça, c'est une théière en verre, ce qui fait que du coup, bah, c'est transparent, ça vous permet de voir un petit peu votre résine, et en même temps, vous avez du coup le filtre à thé. Ce que vous faites, c'est que vous videz ça du coup dans la théière, et ce qui est bien, c'est que comme il y a un petit bec verseur sur une théière, bah, du coup, bah, tout ce qui va être dans le filtre à thé, en fait, vous allez le virer, vous le jetez à la poubelle, enfin dans une poubelle exprès, hein, pour vous essayer de trouver un endroit où vous pouvez jeter ça. Hein. Ça, le problème, c'est qu'au final, la résine, aujourd'hui, on ne sait pas trop, à part si vous savez dans quoi la jeter, vous mettez en commentaire. Parce que pour l'instant, est-ce que c'est un produit chimique ou pas, ou est-ce que c'est biodégradable? Il y en a qui sont biodégradables, mais est-ce que c'est vraiment biodégradable? C'est comme la washable dans le robinet, j'évite de le faire. Enfin, je veux dire, je fais ça avec de l'eau de pluie et au final, l'eau, je la fous dans les trucs d'eau usée. Hein, malheureusement, il n'y a pas trop le choix. Enfin, je veux dire, pour l'instant, c'est comme ça, quoi. Après, bon, on verra bien dans le temps ce que les gens ils en pensent. Bon, voilà quoi. Donc, du coup, ce que je vous disais, du coup, votre résine, vous la mettez dans la théière et ensuite, votre théière, vous pouvez la retransvaser dans le bidon en fait. Ça vous permet de garder votre résine. C'est pareil, une résine qui a servi depuis trop longtemps, des fois, il faut faire gaffe. Hein, c'est pareil, vos bidons, quand vous allez le mettre dedans, il faut penser à bien le secouer pour que ça remue bien tous les pigments et tout ça. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est que les pigments, ils sont plus lourds et ils vont descendre dans la résine. Et c'est pour ça que vos bidons, quand vous allez les mettre dedans, il faut bien les secouer. Ce qui est pour ça aussi que si ça fait un petit moment que vous n'avez pas imprimé dans votre bac, le mieux, c'est quand même de le vider et de remettre de la résine propre et plus récente. Parce que c'est pour ça que certaines machines ont des bacs avec des espèces de pattes dedans qui passent et qui brassent la résine du coup. Je pense notamment aux Formlab ou des trucs comme ça. Là on n'a pas ça sur nos machines d'entrée de gamme quoi. Après on a quand même une machine qui va être intéressante parce qu'au final le budget qu'elle se place, comme je vous disais, alors du coup sur cette machine là on a un écran de 6 pouces. Du coup par rapport à un 5,5 pouces, qu'est-ce qu'on va avoir comme différence? Sur un 6 pouces on va avoir une surface d'impression qui est un tout petit peu plus grande. J'ai regardé sur Sheet2Box et du coup, de base, sur un écran de 5,5 pouces, on est à 125 par 68 au niveau de la surface d'impression. Là, sur celle-ci, on va avoir un volume d'impression légèrement plus grand. On va être à 130 par 83. Ça paraît pas, mais les quelques millimètres en plus qu'on va gagner, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des simulations de tranchage en attendant qu'elle arrive. Et il y avait des pièces que je ne pouvais pas imprimer sur la Creality LD02 ou même sur la Sonic Mini. Ces pièces-là, je ne pouvais pas les passer, ou alors je pouvais les passer qu'en une fois. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de les mettre comme ça, je les mettais comme ça. Sur celle-ci, l'avantage, c'est que des pièces que je voulais imprimer en multiplié par deux, en fait, j'ai deux pièces à imprimer pour le Droid R2D2. Et en fait, ces deux pièces, vous les verrez de toute façon à la fin, hein, au niveau des impressions, je vais les faire de toute façon, pour vérifier qu'elle en est capable. Et en fait, ces deux pièces,
Au lieu d'en mettre qu'une comme ça sur la Sonic Mini, je peux en mettre deux, du coup je peux les faire en même temps les deux. Et l'avantage c'est que je divise le temps par deux, parce que du coup sur l'impression résine, ce qui est tout à la même hauteur va être imprimé exactement en même temps. C'est pour ça que quand on fait de l'impression résine, ce qui est bien c'est de blinder le plateau, et comme ça au moins tout ce qui se travaille en même temps se fait en même temps, contrairement à une FDM où la pièce va venir d'un côté, un autre, et on multiplie les temps par deux. Sauf sur Inidex où on peut faire du clonage. Mais là l'avantage c'est que la résine, tout ce qui est sur la surface va être imprimé exactement en même temps. Ce qui fait que si vous avez 10 pièces qui font la même hauteur, ces 10 pièces vont mettre, par exemple, je ne sais pas si vous en avez une qui devrait mettre 15 minutes, les 10 qui sont à la même hauteur vont mettre 15 minutes. Et ça vous fait un gain de temps, mais énorme. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Franchement, c'est énorme, parce qu'au final, imaginez que vous faites 10 pièces de 15 minutes, ça fait 150 minutes au final. Et 150 minutes, je pense que vous serez content d'avoir que 15 minutes pour nettoyer vos 15 pièces en même temps dans le bac, dans le bac de nettoyage, quoi. Et au final, vous pouvez travailler tout de suite. Et imaginez, vous avez, je sais pas, 10 machines comme ça, là, vous imaginez le nombre de pièces que vous faites 150 pièces en 15 minutes. C'est voilà, c'est énorme. Et le gain de temps sur l'impression résine, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment énorme. Et là, sur ces machines-là, du coup, on va avoir un écran monochrome. On va avoir un écran monochrome, contrairement à un écran couleur, LCD de standard. Là, en fait, on commence à avoir des écrans qui sont plus étudiés déjà pour l'impression résine. C'est-à-dire qu'en fait, ces écrans-là sont fabriqués exprès pour ça. C'est pas des écrans de téléphone portable ou même des écrans qui à la base étaient faits pour des tablettes, qu'on a tendance à enlever le backlight, on a tendance à enlever tout ce qui est à l'arrière de l'écran. Et au final, les premières imprimantes résine, moi sur la Duplicator 7, à la base c'était un écran qui était prévu pour une tablette. Et au final, quand j'avais fait commander une pièce de rechange, en fait c'était un écran, c'était marqué dessus, c'était une marque pour une tablette, quoi. Et du coup, on enlevait tout ce qui était tactile, on enlevait tout ce qui était backlight, le rétroéclairage, tout ça on l'enlevait et on gardait plus que le film. Et au final, c'était un merdier parce qu'au final, on risquait de péter l'écran et tout ça. Maintenant, on commence à avoir des écrans qui sont prévus pour ça. Et les monochromes sont vraiment prévus pour ça. Ils ont une capacité déjà, enfin déjà on est en 2K, on est en 6 pouces, on a une résolution de, alors je l'ai noté parce que par cœur à chaque fois je me trompe, donc la 2K en 6 pouces ça fait 2560 par 1630, ce qui nous fait quand même une 1620, ce qui nous fait quand même déjà une belle résolution d'écran, et en 2K on va avoir une qualité d'impression, je vous ai dit 195 euros. 195 euros TTC, enfin je veux dire frais de douane, frais de port, tout est dedans, quoi. Ça vient d'Angleterre, donc niveau entrepôt, déjà vous allez l'avoir dans la semaine quand vous allez commander. Et 195 euros, je pense pas qu'elle ait beaucoup de concurrents qui sera face à elle. Ça va être, on a une hauteur d'impression de 155, et même la Sonic Mini elle est à 130, et au final vous allez voir, ça paraît pas mais 2 cm ça fait quand même quelque chose. Au final, la Creality LD002R que j'ai, elle est plus chère, elle est à un niveau d'impression elle est plus petite, et en hauteur on n'a que 5 mm de différence, donc franchement là on est bien, on a un rail linéaire à billes, on a une tige trapézoïdale, ce qui fait qu'on a vraiment un axe. Là, c'est vraiment costaud, c'est moulé, je veux dire, la pièce en métal, là, elle est moulée. C'est propre, c'est costaud, je veux dire, c'est stable, ça bouge pas. Alors ensuite, je vais vous présenter le VAT, je vais vous montrer tout ça. Donc du coup, le VAT, quand vous allez le défaire, je l'ai défait déjà une première fois, et en fait, j'avais fait une petite coupure. En fait, vous allez avoir un FEP de rechange qui est en dessous, qui est collé, qui est posé en dessous, et ils l'ont mis là, je pense, pour pas le perdre. Vous le mettez de côté, ça, du coup, vous le mettez, je sais pas, dans une enveloppe, vous récupérez une enveloppe, vous le mettez dedans, et vous le stockez dans un bureau, ou quoi que ce soit, en pensant que vous avez un FEP de rechange, du coup. L'avantage de leur FEP, il est prédécoupé. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez déjà avoir les trous, et le FEP est déjà préparé à la dimension prévue pour ce VAT là. Et au final c'est cool parce que ça vous en fait un de rechange. Et franchement les FEP, moi je les ai pas changés souvent. Je les ai gardés, enfin franchement sur la Creality j'ai imprimé énormément de pièces. Sur ma Wanao D7 j'ai imprimé mais depuis très longtemps avec et j'ai jamais changé le FEP. Et les écrans c'est pareil, moi il y en a qui vont me dire que c'est du consommable. L'écran sur la Wanao D7, la N7 ça fait depuis 2016 que je l'ai. Et elle imprime toujours. Donc du coup, les écrans consommables, je sais pas, il faut faire attention à ce que vous faites, vous les nettoyez, les nettoyer proprement. C'est pareil, il ne faut pas appuyer comme un sagouin. Quand vous nettoyez la surface de, vous nettoyez votre VAT, mais vous pouvez aussi également nettoyer la surface en dessous. Et il ne faut pas appuyer comme un sagouin parce que les cristaux liquides, ça ne supporte pas ça. Et c'est pareil, les chocs ou que ce soit. Moi, je sais pas, je veux dire, le matériel que j'ai, jusqu'à maintenant, ça imprime toujours, quoi. Donc voilà. Donc alors, le VAT, on va avoir quelque chose de vraiment intéressant. On va avoir aussi également une petite barre ici qui va vous indiquer le niveau max de résine. Pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Parce que si on le remplit trop fort, et que quand on va faire descendre la surface de travail à l'intérieur, deux cordes ne peuvent occuper le même espace en même temps, ce qui va se passer, c'est que du coup, quand lui va être dedans, la résine va monter. Et ce qui se passe, c'est que si on le remplit trop haut, la résine, elle va sortir du bac. C'est comme vous, quand vous remplissez trop votre baignoire, que vous rentrez dedans, ça sort. C'est pour ça qu'il ne faut pas le remplir trop haut. Et du coup, le niveau max, là, nous indique où se trouve notre niveau max. Alors si jamais on a une grosse impression, une impression assez importante à faire,
il faudra tenir en compte dans Sheet2Box, il va vous donner par exemple la mesure, hein, vous allez avoir, je sais pas, 250 ml qu'il va falloir utiliser. Si jamais vous en avez mis que 180, il faudra surveiller et il faudra de temps en temps revenir mettre un petit peu de résine, sans dépasser le niveau max du coup. Alors ce niveau max, c'est c'est sans ça. C'est justement pour prévoir la place que ça va prendre en plus. Déjà, on peut voir qu'il est propre, hein, franchement, il est grand, enfin il a une grande surface, ça c'est pas mal. Alors des fois, vous allez en recevoir des machines où vous pourrez peut-être avoir des petits défauts, genre des petites bosses ou des trucs comme ça. Vous inquiétez pas, si c'est pas trop esquinté. Franchement, si c'est des petites traces, à l'impression, ça ne gêne pas. Franchement, ça ne gêne pas. J'ai eu pas mal d'impressions avec des FEP qui étaient légèrement un petit peu abîmées, quoi que ce soit. Franchement, ça fonctionne. Si vous commencez vraiment à avoir des gros pets par contre, ou des grosses bosses, ou des trucs comme ça, là par contre, vous changez le FEP. C'est pour ça qu'on en a un de rechange. Après, celui de rechange, il est nickel, il n'est pas abîmé ni quoi que ce soit. Il est juste, il y a en fait une espèce de film plastique par-dessus, il faudra l'enlever si jamais vous le mettez. Il ne faudra pas oublier ça. Alors du coup, ce que j'aime bien aussi également, c'est le système pour fixer le VAT en fait. On le fait glisser. On le pose dessus comme ça, on le fait glisser, tac, ça s'enclenche, et il y a deux petites cales au fond, et on n'a plus qu'à visser. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas enlevé nos vis, et ça évite de les faire tomber dans le bac, ou d'avoir des vis qui sont pleines de résine. Ça, c'est sympa, je trouve. Au final, du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, ça se sort comme ça. Ça évite de le lever ou quoi que ce soit, on le sort facilement comme ça, et au final, des fois, si on est un petit peu bancal ou quoi que ce soit, ça évite de foutre de la résine partout. Voilà. Donc du coup ça c'est pareil, évitez de le poser à plat sur une surface où il y a des objets dangereux ou quoi que ce soit qui peuvent abîmer votre bac. Là ça c'est une surface en caoutchouc, donc du coup ça risque pas de l'abîmer. Donc ensuite la surface de travail, là je vous ai... en fait on a une surface de travail qui est assez intéressante, qui est en aluminium brut, hein, c'est pas poncé ni quoi que ce soit, là c'est brut. Si jamais vous voulez le poncer, vous pouvez le faire, par contre après il va falloir le poncer sur une machine qui permet de le faire plat. Si jamais vous avez un marbre ou quoi que ce soit, vous mettez du papier de verre et vous le poncez, si vous voulez avoir une surface qui soit poncée. Mais je pense que cette surface-là devrait bien adhérer. Je veux dire, c'est rugueux, c'est pas de la peinture comme j'avais. J'en ai une où il y a de la peinture et c'est lisse et ça adhère pas dessus. Et c'est à cause de la peinture, c'est pas à cause du truc ou du calibrage ou quoi que ce soit, c'est vraiment à cause de la peinture que ça n'adhère pas. Là, on a vraiment une surface brute, donc du coup, ça devrait bien adhérer, c'est micro-poreux. Donc du coup, la résine a tendance à gonfler un tout petit peu et du coup, elle colle bien, quoi, elle adhère bien. Alors ensuite, on va avoir une espèce de surface bombée qui est super intéressante au final. Pourquoi? Parce que la résine elle va retomber dans le bac. Ça évite d'avoir de la résine qui est stockée au-dessus. Et quand on le défait, en fait, le truc, ça nous permet d'avoir quelque chose qui se vide plus facilement. Également, on n'a pas de vis au-dessus, ça évite d'avoir de la résine qui se coince dans des interstices ou quoi que ce soit, qui est super chiant à nettoyer. Après, moi, pour nettoyage, je vais utiliser du Resin Away. Le Resin Away, c'est super facile à nettoyer avec ça. On met un chip sheet, on prend ça, et on va faire sous l'eau, on rince à l'eau, quoi. Et du coup, c'est nickel, quoi. Alors après, ce que j'aime bien, c'est leur système de boules, là. Bon, là, je l'ai un petit peu desserré, parce que je voulais voir comment ça fonctionnait, au final, comment ça se plaçait. On le fera après, le calibrage. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, c'est une boule, on va desserrer deux ici, on va desserrer deux vis, là, on va le faire le descendre, en fait, on va le faire descendre. De toute façon, je vais vous le montrer après, vous verrez en temps réel. On a la petite fixation comme ça, du coup, qui va venir se mettre ici. Je ne sais pas s'il a été réglé de base. Non, il passe pas. Il n'est pas monté assez, il faudra le faire monter après en démarrant la bécane. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme feature sur la machine? On va avoir un écran tactile ici de 3,5 pouces. Hein, c'est avec leur système d'exploitation et tout ça, on va voir après en le démarrant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un port USB ici pour la clé USB, pour mettre le fichier justement. Et du coup, j'ai oublié de vous en parler d'ailleurs dans le sachet, là j'avais pas fait gaffe, mais en fait tout à l'heure, quand j'ai déballé, on a une toute petite clé USB qui est fournie ici, qui est en aluminium également, et ça je trouve que c'est sympa. C'est une clé de 8 Go, et du coup, c'est pas une clé USB 3, c'est une normale, hein, parce qu'elle n'est pas bleue. On a également un filtre à l'intérieur là qui va permettre de remettre la résine dans le bac, quoi, dans le bidon. Mais moi je préfère la théière parce qu'au final comme c'est transparent, ça permet de voir que si jamais on a un tout petit machin qui est passé ou si la résine, si on estime que la résine n'est pas tip top, parce que quand on la voit pas dans le bac en noir, dans la théière au moins on voit la résine tout autour et on voit si jamais si elle est vraiment vieille ou si elle est dégueulasse, quoi, si les pigments sont pas trop top dedans. Ça nous permet de dire bon allez celle-là elle est vieille, on la jette et puis voilà quoi. Alors qu'avec ça, on ne sait pas trop, en fait, on vide notre résine à l'arrache et puis on ne voit pas trop. Ça après, si jamais c'est de la résine que vous avez utilisée hier, techniquement vous pouvez la remettre dans le bac, hein, ça il n'y a pas de souci. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Du coup, je vous ai dit, donc on a le port USB, on a le connecteur ici, la petite prise ici d'alimentation, hein, pour brancher le transfo. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit à l'arrière? Donc 60 watts, un niveau de la conso, 12 volts 5 ampères. On a le numéro de série, on a un petit truc ici, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Placer l'imprimante sur une surface plate. Bon, ça c'est logique, hein, parce qu'avec la résine, il vaut mieux éviter. C'est pareil pour les enfants, hein, éviter que les enfants touchent. Enfin, il y a pas mal de petites choses. C'est pareil, ne pas exposer l'imprimante à la lumière directe du soleil, vu que c'est de l'imprimante résine qui résiste aux UV. Moi j'ai une fenêtre au-dessus là, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que par-dessus j'ai mis un cache
parce que des fois l'été, si jamais je suis en train de faire des nettoyages ici de résine ou quoi que ce soit, ça paraît pas, mais le soleil ça va vite hein, quand même à solidifier la résine. C'est pas instantané contrairement à une lumière, enfin la pure lumière UV, mais ça fait quand même que des fois, bah, si jamais vous avez un bidon de résine qui est ici qui est ouvert et que les UV, même le VAT, hein, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut faire très attention sur ça. Alors après, petite chose que j'ai remarqué, on n'a pas de filtration. On n'est pas sur la Creality, on a un petit ventilateur ici avec un filtre à charbon. Ici, nous, on n'en a pas. Mais après, j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas d'aération. S'il y a des aérations à l'arrière, je verrai en l'allumant si ça souffle ou pas. Si ça se... Enfin, c'est surtout pour refroidir la lampe UV, je pense, à l'intérieur. Voilà. Donc, on va passer à l'allumage de la machine. On va faire un calibrage. Et après, ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des impressions. Pour vous, ça sera instantané parce qu'il y aura la coupure tout de suite. Mais moi, je vais faire des impressions. Je vais tester leur résine. Alors, du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont filé énormément de résine. Hein, j'ai eu tout ça. J'ai eu 4 bidons de résine. Alors, c'est des bidons de 500 ml. Et c'est de la résine grise. Parce que j'ai demandé de la grise. Ils m'ont demandé quelle couleur vous voulez. Ben, j'ai demandé de la grise. Après, sur leur site, pour l'instant, elle n'est pas encore en stock, la résine VoxLab. Mais elle va pas tarder à rentrer. Alors, ça, c'est de la résine standard. Ils ont également de la ABS-like hein, qui va rentrer dans pas longtemps. Je crois que même qu'elle est en stock déjà, la ABS-like. La grise, franchement, on va tester ça par rapport à... Enfin, je vais tester aussi d'autres marques, hein, voir ce que ça donne dessus. Il me reste de la Frozen, il me reste de la Monocure. Je vais tester tout ça par rapport au temps d'exposition. Par contre, les autres résines, je vais les tester. Je pense que je ferai une autre vidéo et puis je vous en reparlerai plus tard. Par contre, la VoxLab, là, je vais la tester tout de suite pour la machine, pour savoir si ça vaut vraiment le coup. Alors c'est pareil, j'ai oublié de vous préciser, la machine, quand elle est arrivée, vous avez vu quand j'ai déballé, il n'y avait pas de bidon de résine. Mais pour quelques euros de plus, vous pouvez choisir d'avoir un bidon de résine fourni avec la machine, et ça peut être intéressant si jamais vous ne voulez pas commander de la résine tout de suite. C'est des bidons de 500 ml, et du coup, bah, ce qui est bien, c'est que c'est des 500 ml, et ça coûte que 20 euros. Et franchement, s'ils les rentrent dans l'entrepôt en Angleterre, moi je dis pour 20 balles 500 ml, ça peut être intéressant pour travailler. J'ai pas mal de pièces à faire, j'ai beaucoup de choses à imprimer pour R2D2, des pièces détaillées, et des petites pièces et tout ça, et vous allez les voir après de toute façon. Donc là, je vais démarrer la bécane, je vais vous montrer l'écran, on va faire un calibrage, et on part à l'impression. Allez, c'est parti pour démarrer la bécane. Donc VoxLab. Alors du coup, dans ce système, du coup, vous allez avoir, alors, vous avez entendu le bip quand vous avez démarré la bécane. Si jamais ce bip vous ne voulez pas le garder, vous allez aller dans Formation et ici vous avez le petit haut-parleur. Vous désactivez ça et du coup ça vous coupera le son. C'est pareil quand vous allez avoir une impression qui va être finie, bah, en fait ce son-là risque de biper, enfin je veux dire pour signaler que l'impression est terminée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a Proxima, le numéro du modèle, on a le numéro de série, on a ensuite le numéro du firmware, donc version 4.3.7. LCDK, donc ça du coup je pense que c'est le firmware de l'écran, plus la version du firmware de la carte mère, hein, F2.18, et ensuite on a la petite résolution qui est marquée ici, hein, 2560 par 1620. Voilà, donc on a les informations, donc en service on a le numéro de téléphone plus le mail du service après-vente. On a le langage, alors dans le langage en fait vous allez cliquer et en fait ça va vous changer la langue automatiquement, alors du coup vous avez soit chinois soit anglais, donc du coup on le laisse en anglais hein, de base, on va faire retour. Ensuite dans print, ici, on aura l'aperçu des fichiers G-code qui seront tranchés par She2Box. On a la clé USB. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la clé USB. En fait, on n'a pas de STL déjà tranché. On a des STL dessus, mais ils ne sont pas déjà préparés. Donc, du coup, bah, ça, on verra après. Donc, du coup, ensuite, on va passer sur Tools. Et ensuite, dans Tools, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici les mouvements d'axe. Donc, du coup, on peut bouger les axes, de haut et d'en bas. On va avoir le retour pour revenir au menu. On a ici la petite maison pour faire un home. Et le petit rond en attendant que ça fasse le home, en fait ce petit rond là ça sert à désactiver le moteur en fait. Si jamais on appuie dessus, ça coupe le moteur. Donc du coup on peut bouger de 10, de 1 et de 0,1. Moi ce que je préférais que les marques fassent, si jamais vous m'entendez, les marques, ça serait de mettre 1, 10 et 50. Pourquoi? Parce que j'aime bien monter vite et le problème c'est que 50 on l'a pas ici, on peut monter que de 10. Et le 0,1 bah, je m'en sers jamais quoi. Enfin je veux dire je m'en sers jamais quoi, dessus c'est pas la peine quoi. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais redéplacer l'axe en montant. Pourquoi? Parce que je vais placer je vais placer la surface de travail ici, la surface d'impression, et on va faire un calibrage. Du coup, je monte assez haut pour être sûr de pouvoir la déplacer en dessous. Alors cet écran-là, vous pouvez cliquer dessus avec un stylet. Hein. Si jamais vous avez un stylet ou quelque chose que vous ne voulez pas faire de traces de doigts, vous pouvez le faire. Moi, je l'utilise avec le doigt là parce que j'ai pas pris de stylet, mais ça vous évitera de faire des traces de doigts si vous voulez pas en faire. Donc du coup, on va procéder à un calibrage. Alors, il va falloir faire monter votre axe. Et pour placer le plateau, ici, vous avez des petits ergots. Là. Ce que vous faites, par contre, c'est que vous placez les vis face à vous pour pouvoir faire le réglage. Donc du coup, on serre ça. On prend la clé BTR, hein, la plus grosse qui est dans le paquet. On dessert ça, je pense.
Je vais le faire au feeling, hein, je pense que ça doit se faire comme ça. Ensuite, on va venir placer notre surface comme ça. Et vous savez le FEP que vous avez de... Enfin, pas le FEP, enfin si le FEP que vous avez d'origine qui est fourni avec la machine, en fait on va s'en servir de cale, d'épaisseur. Je préfère mettre ça que de mettre une feuille de papier. Pourquoi? Parce que ça au moins c'est à la bonne épaisseur. Donc du coup on fait ça. Ensuite on fait home. On essaie de le mettre à peu près droit à votre surface de travail. Là. Vous essayez de le mettre droit. Tac, donc là on est à 0. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on appuie légèrement. Vous appuyez pas comme un sagouin, vous appuyez tout doucement. Vous appuyez tout doucement et vous serrez les deux petites vis ici. En fait, faut vraiment, c'est même pas appuyer, c'est juste laisser le poids de votre main en fait. C'est même pas le poids de, enfin c'est pas très lourd. Il faut vraiment pas appuyer fort. En fait, il faut juste que le FEP ne bouge pas. Vous voyez, il ne bouge pas et j'ai pas appuyé fort hein, parce que si vous appuyez trop fort, ça risque d'esquinter votre écran. Alors du coup, maintenant c'est bon, on peut monter. Et là, on est calibré. La petite clé BTR, là, ce que je vous conseille de faire, au pire, c'est de vous imprimer une espèce de petit support derrière là, et puis de la laisser de côté ou pas loin de la machine. Et comme ça vous permettra de faire un calibrage si jamais vous en avez besoin. Après, vous avez vu, ça prend quelques secondes, c'est vraiment rapide. Contrairement aux certaines imprimantes où on a les 4 vis, là c'est 2 vis et ça se positionne, ben voilà quoi, c'est nickel quoi. Donc du coup on va monter. Vous voyez là c'est pareil, c'est chiant, hein. Vous voyez 10 en 10 c'est super chiant quoi. Moi c'est pour ça que j'aimerais bien avoir 50. Au moins 50. Alors on va monter pendant 10 ans. Bon après l'avantage c'est qu'ici le bac il va pas se mettre vers le haut, il va se glisser. Donc l'avantage c'est qu'au moins on le place directement. Tac. Donc on n'a plus qu'à serrer les vis. Là on est positionné, on est bien. Normalement là on est prêt à imprimer. Donc du coup on va revenir en arrière. Ce que je vais faire c'est que je vais refaire un home. Voilà, donc j'ai refait un home. Ce que je fais c'est que je fais retour maintenant et je vais faire 7-0. Voilà. Comme ça, là, voilà, on est parfaitement calibré, on est prêt. Là on sait qu'on est à 0, on est nickel. Donc du coup ce qu'on peut faire maintenant c'est qu'on peut déplacer tout ça. On va faire quelques tests pour vérifier que l'écran fonctionne. Techniquement j'aurais pu le faire en premier mais bon, je vais vous le montrer maintenant. Je voulais faire au moins le calibrage comme ça au moins ça c'est fait. Par contre vous voyez c'est super long à faire. Le montage là, enfin je veux dire c'est long quoi. Je vais appuyer 3-4 fois. Le problème c'est qu'elle le fait et puis elle met 10 ans à monter. Ça je vais vous le faire en accéléré du coup. Ça pour moi c'est le seul point négatif qu'il y a dessus cette machine pour l'instant, c'est ça. Et c'est pareil sur toutes les imprimantes résine que j'ai, hein. C'est que 0,1, 1 et 10. Malheureusement j'ai pas 50. Voilà, donc du coup on est monté assez haut. Ce qu'on va faire c'est que maintenant on va revenir en arrière. Alors je vais vous expliquer à quoi sert exposure et résidu. Alors résidu, c'est si jamais vous avez des morceaux de résine qui restent dans le fond du bac quand vous avez tout vidé votre résine et que vous n'arrivez pas à les décoller ou quoi que ce soit, ou même qu'il y a des petites gouttelettes ou des trucs comme ça que le Resin Away n'a pas réussi à enlever. Si vous utilisez du Resin Away, normalement vous n'aurez pas ce problème là. Mais si vous utilisez de l'alcool ou autre chose pour nettoyer votre bac, résidu, en fait ça va vous permettre de générer une couche, une espèce de crêpe, et en fait cette crêpe là va vous permettre d'enlever la résine qui reste au fond. Ça va vous permettre également d'enlever si jamais vous en avez dans les interstices ou quoi que ce soit de l'écran, en fait vous allez cliquer sur Next, vous pouvez taper un temps ici, vous pouvez taper, je sais pas, peut-être pas 155 secondes si on va attendre 10 ans, on va peut-être mettre 25 secondes. Ça dépend de la résine que vous allez utiliser après. Du coup, vous allez mettre Next. Et en fait, ici, ça va vous créer une espèce de grande couche. Ça vous permet également de voir le pulsage de la lumière UV là, qui balance. Alors du coup, vous ne regardez pas l'écran UV directement avec vos yeux. Moi, ce que je fais, c'est que je le regarde par l'écran de la caméra. Ça évite de me flinguer les yeux. Parce que ça fait assez mal aux yeux quand même. Du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va générer une espèce de crêpe là. Et du coup, tout ce qui sera au fond, en fait, va être solidifié. Et vous n'aurez plus qu'à le nettoyer proprement. Avec la spatule en plastique. Donc du coup moi j'en ai pas besoin là. Et du coup exposure, ça vous permet également de voir la matrice si elle fonctionne. En fait ça crée une espèce de couche, pareil avec des petits carrés. Et ça vous permet de voir si l'écran LCD il n'a pas un problème à différents endroits. Si jamais on voit qu'il y a un endroit, un pixel ou quelque chose qui est mort sur l'écran, on verra que la matrice ne s'affiche pas correctement. Hein. Là vous pouvez voir que techniquement ça fonctionne parce que c'est neuf. Mais ça peut arriver que des fois il y a des machines qui ne sont pas vérifiées. Donc du coup là on est prêt. Moi j'ai plus qu'à mettre de la résine et à trancher un fichier sur Sheet2Box. Voilà, donc à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la partie Sheet2Box, on va trancher un fichier et le transférer sur la bécane pour l'imprimer. Alors du coup, soit vous allez utiliser celui qui est sur la clé USB, soit vous regardez sur leur site, sheet2box.com, et vous regardez quelle dernière version il y est. Alors moi du coup, j'ai la version 1.7, et du coup sur la clé USB, je crois que c'était la 1.7 aussi également. Après, j'avais la dernière version, donc je me suis dit ça sert à rien que j'en installe une nouvelle, vu que la machine se trouve déjà dans le logiciel. Du coup, une fois que vous l'avez téléchargé et installé,
on va passer sur Sheet2Box. Tac. Voilà, donc on est sur Sheet2Box. Alors du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Réglages et on va ajouter la bécane. Voilà. Donc du coup, on rajoute la bécane. Alors du coup, vous voyez que par défaut, on a une bécane qui est ici avec un écran de 5,5 pouces, comme je vous disais. Donc on a 120 par 68. Vous allez voir la différence qui est notable quand même sur un écran de 6 pouces. Alors du coup, on cherche dans les profils. Du coup, nous, on a une VoxLab ici. Vous pouvez voir qu'il y a la Proxima que nous avons là, donc pour la vidéo. Il y a également la Polaris. Alors la Polaris, c'est justement une version de 5,5 pouces avec un écran standard, c'est-à-dire que c'est pas un 2K. C'est la version la plus simple qui existe chez eux. Elle est à 140 €. Par contre, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut commencer à faire de l'impression en résine. Donc du coup, on a la Proxima. On va faire OK. Et là, vous voyez la petite différence qu'il y a. Vous allez voir, franchement, c'est pas grand-chose. C'est pas grand chose, mais c'est toujours quelque chose en plus à prendre. Hein. On a quand même une zone plus intéressante. Et je vais vous montrer qu'en apportant certains fichiers, cette zone-là, elle rajoute quand même un petit potentiel. Donc après, on a les profils de résine hein, qui sont déjà créés ici. Donc du coup, moi, je vais utiliser la standard grey là, pour ce test-là. J'ai pas encore de la BS Like de chez eux. J'en ai par contre, faut que je regarde, je crois que j'ai de la Frozen qui me reste en la BS Like de chez Frozen justement. Et je vais la tester pour voir si elle fonctionne bien sur leur machine avec leur temps d'exposition qu'ils recommandent. Donc du coup, on va aller voir dans impression qu'est-ce qu'on nous donne comme temps d'exposition. Vous voyez qu'ici on est à 2,8. 2,8 c'est quand même pas mal hein, pour une machine comme ça. Parce que les imprimantes résine standard, elles sont à 8 ou 9 secondes. Et durée d'exposition de la base, alors du coup moi je vais, comme je vous ai dit, je vais utiliser la grise, donc du coup on va aller dans standard. Là on peut voir qu'elle a besoin d'un peu moins de solidification. On fera des tests, voir si ça plouffe ou pas. Après ces tests là peuvent être changés en fonction de la taille d'un objet aussi également. Si on a des tout petits objets, hein, si on fait des petites figurines et tout, les temps d'exposition ne seront pas les mêmes que si on a une grosse base sur un gros objet. Pourquoi? Parce que du coup on va avoir besoin de beaucoup plus de solidification sur les bords. Sur les bords, il est possible que la lumière UV, par exemple, vous allez voir qu'elle pulse peut-être beaucoup plus ici que sur le bord. Ce qui va se passer, c'est que du coup, si on a un gros objet ici, ça va faire que l'objet va warper, comme sur une imprimante FDM, hein, ça va warper, ça va se décoller, et du coup, ça va arracher tout ce qu'il y a au milieu, et ça va pouffer, et ça va tomber dans le bac, et l'impression sera morte. Donc du coup, ce qui est possible de faire, c'est que par exemple ici, sur une grosse pièce qu'on va voir ici, on va peut-être devoir mettre ici 40 secondes. Enfin, j'exagère un peu, ça sera en fonction de ce que vous allez calibrer dans votre résine. C'est pareil, il n'y aura pas que ça, il y aura également la vitesse de levage. Hein, la vitesse de levage de la base, en fait cette vitesse là, c'est la vitesse à laquelle le plateau va se mettre à monter d'un seul coup une fois que la lumière UV va s'éteindre. Ici, si on a une vitesse trop basse, c'est possible qu'on n'ait pas la force de décoller du FEP. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que des fois, ça peut arriver que ça ait assez de force pour décoller de la base de l'impression. Si on a une vitesse trop élevée, il est possible qu'on arrache carrément les supports et qu'on arrache toute la pièce. Donc du coup, c'est à nous de trouver le juste milieu entre cette vitesse de levage et nos temps d'exposition. Alors, le temps d'exposition de base et d'exposition normale, c'est pas le même. La base, c'est ici, on a 6 couches de base, par exemple. Vous pouvez voir. En fait, c'est les premières layers. Ces premières layers, si on en met 6 par exemple, ces 6 premières couches vont être à 20 secondes. Ensuite, les prochaines vont être à 2,5 secondes jusqu'à la fin de l'impression. On peut voir qu'ici, la vitesse de levage de base et la vitesse de levage standard sont la même. Ça sera en fonction de ce que vous allez avoir comme résine et comme recommandation d'exposition. Parce que la machine aussi également, la résine, vous allez avoir des bidons, des fois, vous allez avoir un temps qui va être défini. Là encore, c'est pareil, on est dans les débuts des machines, donc du coup, il n'y a pas tout le monde qui a établi des profils de résine, vous pouvez en trouver sur Internet. Il y a beaucoup de résines, hein, des marques Frozen par exemple, ils ont des temps d'exposition définis par rapport à leur bécane, hein, sur la Sonic Mini, sur les Sonic, sur toutes leurs autres machines. On peut essayer de se rapprocher des temps en fonction des résines qu'on va utiliser. Par exemple, je sais que la Frozen ABS Like, non c'est pas la ABS Like, c'est l'Aqua Green, ici on était à 2,5, non on était à 2 secondes pile, on est à 2 secondes pile je crois. Et par contre, chez Frozen, ici on est à 200 et là on est à 150 je crois. Ça n'a rien à voir. Et c'est en fonction des résines. Franchement, c'est en fonction des résines, de comment elles se comportent, en fonction de la lumière UV également. Là, on n'est pas sur du paralLED, hein. On n'est pas du tout sur la même technologie de LED que sur la Sonic Mini. Donc du coup, c'est à vous d'établir ces réglages-là en fonction de vos résines. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner des bases en fonction, enfin je pourrais vous en donner en fonction de la résine que je vais utiliser ici. Si vous utilisez la même que moi, la standard grey, il est possible qu'ici nos réglages on doive les modifier, hein. C'est pour ça que je vais faire plusieurs tests et je pense que de toute façon je vais faire une partie 2 et dans cette partie 2 là je vous mettrai
les impressions que j'ai fait et les réglages en fonction des objets que j'ai fait, parce que je vais faire plusieurs tests, hein. Je vais tester de toute façon leur résine à eux, et après je vais créer des profils moi en fonction de mes résines que je vais utiliser, c'est-à-dire les Frozen. Je vais essayer d'utiliser d'autres marques aussi, hein. J'ai la monocure que je vais tester, enfin pas mal de choses que je vais vous montrer. Voilà. Donc du coup on va rester sur ces réglages là pour faire un premier test, hein, pour faire nos premiers tranchages. Voilà, donc on va ouvrir un objet, on va prendre, je sais pas, je vais prendre un objet test que j'ai ici dans document, je vais prendre mon cube de calibrage que j'utilise souvent. Voilà, il n'est pas très gros, hein, il fait 3 cm par 3 cm par 5 cm de haut. Et là je vais vous montrer les réglages qu'on a ici. Alors ici on va avoir les déplacements, on peut déplacer l'objet enfin, en X, en Y et en Z. On peut le poser sur le plateau, le centrer. On peut faire ici nos rotations. Alors du coup, on peut voir qu'ici, on a un petit système qui nous permet de faire des rotations comme ça. Soit on réinitialise et on fait directement des rotations directement comme ça sur le plateau. Hein. Donc le Z, nous, ça nous permet de faire la rotation comme ça. On le pose de face. Ici, on va reposer sur la face. Hein. Donc du coup, poser sur la face, c'est-à-dire qu'en fait, on va choisir, une fois qu'on a cliqué, on va choisir la face sur laquelle on veut le poser. Si on veut le poser sur celle-ci, ça va le poser sur celle-ci. Hein, ça nous permet d'avoir des fois des objets s'ils sont mal orientés quand on arrive, des fois si on a des trucs qui sont positionnés comme ça, qui sont comme ça. Vous pouvez voir que là du coup notre STL il n'est pas à plat. Si jamais on veut vraiment le mettre correctement, bon là on peut réinitialiser puisqu'on avait les bases qui étaient déjà comme ça. Mais si jamais on a un objet qui est comme ça quand on arrive et qu'on veut le poser à plat, on clique là et hop là ça nous le pose à plat. Du coup on peut faire centrer pour qu'il soit vraiment bien réinitialisé correctement. On a l'échelle ensuite, hein. Si on ne veut pas utiliser l'échelle de l'objet d'origine, on peut faire scale to fit, c'est-à-dire qu'en fait là ça va nous le créer le plus gros possible que le volume peut faire, hein, de la machine. Hein, si on se place ici sans cliquer, on peut voir notre case en fait. Hein. Ça c'est notre volume d'impression total qu'on peut avoir. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre par défaut, parce que je ne veux pas imprimer un objet si gros que ça pour gaspiller de la résine, je veux juste faire un objet de test, pour voir si la bécane déjà est capable de faire ça, de vérifier nos échelles quand on va imprimer, voir si l'écran est correctement calibré en échelle et tout. Ensuite, on a le mode miroir, si on veut faire une symétrie, droite à gauche, et de haut en bas. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on va avoir différents onglets également. On va avoir ici capture d'écran, enregistrement. Moi, je m'en sers jamais de ça. Annuler, c'est pour revenir en arrière si on a fait des bêtises. Enregistrer, ici, ça sera pour sauvegarder votre projet. C'est-à-dire que quand vous aurez généré des supports et tout, vous pourrez également sauvegarder votre fichier comme ça. Si jamais vous voulez sauvegarder des supports que vous avez mis toute la journée à faire pour avoir des supports au bon endroit et tout ça. Enfin, quand je dis toute la journée, j'exagère. Mais si vous voulez vraiment sauvegarder votre projet et ne pas le perdre par la suite, vous pouvez le sauvegarder sur l'ordinateur, comme ça si jamais vous l'effacez de votre clé USB, vous pouvez quand même réimprimer vos figurines que vous avez. Si jamais vous avez des commandes précises sur telle figurine que vous voulez refaire par la suite, vous pourrez sauvegarder votre projet, ça vous évitera de refaire des supports, des tranchages, des machins et tout. Là vous aurez vraiment votre truc tout prêt. Ensuite, donc annuler, rétablir. Donc là, cloner modèle, ça nous permet d'en faire un autre et un autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais dans la machine, quand je vous disais que tous ces objets-là, si ici, celui-ci va mettre, je sais pas, 5 minutes, enfin 5 heures, tous ceux qui sont à la même hauteur vont mettre exactement le même temps. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant sur ce genre de machine-là, c'est que si jamais on va en rajouter encore et encore et encore, on va faire disposition automatique et là on va venir mettre centre. Voilà, donc là, tout ce qui est sur ce plateau-là, si jamais il y en avait un qui devait mettre 10 minutes, tous les autres, ils vont s'imprimer en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, ça va faire ça. Ça va imprimer tout en même temps. Et vous allez avoir un gain de production qui est assez important et qui est super intéressant si vous faites plusieurs objets. Si jamais en fait, à la place de ça, si on avait des figurines, par exemple des jeux de plateau, et qu'on en a besoin tout de suite de, je sais pas moi, 6 figurines comme ça, là, en 15 minutes, vous avez 6 figurines, vous n'avez plus qu'à les nettoyer dans le bac et vous pouvez les peindre par la suite en même temps et ça peut être intéressant si jamais vous êtes, je sais pas moi, dans des... Il y avait un magasin, je me souviens, ça s'appelait Workshop, enfin, je sais plus quoi, Workshop, je crois que c'était un truc comme ça que ça s'appelait. Et en fait, c'était des jeux de rôle, il y avait des Warhammer et tout ça et ça permettait de venir peindre nos figurines l'après-midi et puis on les achetait sur place et tout. L'impression résine, ça permet de faire des choses sympas, je pense. Même si on veut faire des décors, des trucs comme ça. Voilà quoi. Donc du coup, comme je vous ai montré, là du coup disposition automatique, là vous pouvez choisir l'espacement entre chaque objet. Si on met 1, qu'on fait centre, vous voyez que ça les regroupe. Le mieux c'est quand même de les avoir assez espacés pour éviter que justement la première couche, ce qui se passe, c'est qu'en général la première couche, quand on la surexpose, ça gonfle un tout petit peu. C'est pour ça que le mieux à faire, si on tient vraiment à nos cotes respectées, c'est de ne pas coller la pièce directement au plateau. Ça je vais vous le montrer juste après. Donc évider. Ça, c'est quand on fait un objet, là vous voyez que l'objet, quand on va l'imprimer, il est plein. Si on ne veut pas gaspiller de la résine,
et qu'on y tient vraiment, et que la solidité de l'objet en elle-même n'est pas requise, on va dire, le plus précisément possible. Sur une figurine, on n'a peut-être pas besoin d'une figurine le plus solide possible, on a vraiment quelque chose de... Voilà quoi. Là vous voyez que c'est plein, sauf sur celui-ci. Pourquoi? Parce que j'ai pas tout sélectionné mes objets ici, hein, il faut cocher cette petite case là. Là on a tous les objets qui sont cochés, là on peut faire démarrer. Et là on va évider notre objet de partout. Là vous voyez qu'on a évidé tous les objets. Vous voyez, voilà, tac. Donc là c'est tout évidé. Là c'est tout propre. Sauf que ce qui va se passer, c'est que maintenant que c'est évidé, quand on va imprimer de la résine, bah là dans l'objet, on va avoir de la résine. Donc du coup ce qui se passe, c'est qu'ici on a creusé un trou. Et là ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter un trou. Par exemple on va faire ça, ajouter un trou. Et là on va le rajouter ici. Par contre là il va être un peu petit, on peut changer la taille, hein, on va mettre 5 mm. Là avoir un trou plus épais. Et profondeur c'est pareil, ça va tenir en compte, si jamais ici on perce et qu'on passe à travers l'objet, vous voyez ce que je veux dire. Hein, cette profondeur là, ça sera en fonction de l'épaisseur de la paroi qu'on vient de créer. Donc là si je fais un trou, vous voyez que là on a créé un trou. Là l'objet il aura un trou à ce niveau là. Ce qui fait que ça permettra de vider la résine qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Mais là vous allez me dire, mais vu qu'il est vide, là ça repose sur quoi? Et en fait ce qui se passe c'est que dans Réglages, ici vous avez le remplissage. Là vous voyez, on peut générer une grille 3D. Et en fait, quand on va faire tranchage, ça va créer des supports à l'intérieur de l'objet. Soit on fait comme ça, soit on va faire dans les supports. Et là, ça se passe ici. Donc du coup, on a tout un menu. Alors tous ces réglages-là, je ne vais pas vous les faire en détail, sauf si vous voulez une vidéo sur Shitobox, je vous en ferai une plus en détail. Le but, c'est là de vraiment vous montrer les bases pour commencer. Vous voyez que là, ça m'a surélevé l'objet. Pourquoi? Parce qu'ici, hauteur de levage, on est à 5 mm. C'est ce que je vous disais, si vous voulez vraiment tenir vos cotes de la première couche le plus précisément possible et pas avoir une espèce de patte d'éléphant, cette patte d'éléphant, ça va vous la générer sur le raft qui sera généré ici. Là, vous pouvez voir, on va mettre un skate. Et là, en fait, la patte d'éléphant va se générer sur ça. Ce qui fait que du coup, l'adhérence va être importante sur ça et non plus sur l'objet en première couche. Alors, on va générer plateforme. Là, vous voyez que ça m'a créé des supports partout. Par contre, vous voyez qu'il n'y en a pas des masses quand même. Et vu que l'objet est un bloc, le mieux c'est d'en mettre quand même un peu plus. Donc là, on va augmenter un peu la densité. On va mettre, je sais pas, on va mettre 70. Voilà. Donc là, on a un peu plus de support quand même. Par contre, plus on a de support, plus on a de boulot pour le nettoyage. Ça, c'est autre chose aussi à prendre en compte. Là, c'est pareil, cet objet-là, le mieux, ça serait pour avoir le plus de force possible sur l'objet et le plus de force d'adhérence. Le mieux, des fois, les objets plats, c'est de ne pas les imprimer à plat. Ce qui est le mieux à faire, des fois, c'est de... Là, on va tout supprimer. On va en garder qu'un. Ça mettra moins de temps à travailler. Bon, je vais en remettre un parce que j'ai cliqué un peu trop vite. Le mieux à faire sur un objet comme ça, si jamais vous avez vraiment un souci de solidité et d'adhérence sur les premières couches, le mieux, ça serait de faire ça. De le mettre comme ça. Et là, on passe ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura moins de force, parce qu'on aura moins de couches qui vont être plaquées contre la face, en fait. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, bah là, on a vachement plus de support parce qu'on doit prendre en compte la pente. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je l'imprime à plat. J'ai pas eu de soucis, moi, jusqu'à maintenant. Ça, c'est en fonction de vos réglages après. Donc, on va réinitialiser. On va le reposer sur la face. Tac. Et là, du coup, on est encore en hauteur. Pourquoi? Parce qu'on est encore sur la hauteur prise en compte. Par contre, ce qui se passe, c'est que là, du coup, ce que j'ai généré tout à l'heure, on n'est plus avec un objet évidé. Là, ça va être une chose à prendre en compte, c'est que soit vous choisissez d'évider avant de générer vos supports. Vous voyez, si je génère des supports ici, là on a un objet plein, voilà, il n'y a rien dedans. Le problème, c'est que si je fais évider, par exemple ici, que je fais démarrer, là vous voyez, je vais évider. Tac, donc là du coup ça évide, hein, ça crée le truc, voilà, il est vide là. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait creuser un trou. Alors je vais l'arrêter, là il est en train de se faire sa petite lecture automatique pour nous montrer ce que ça a fait. Donc là on fait un trou ici par exemple. Et là ce qui se passe en fait, c'est que là du coup vous voyez on n'a rien. Et on a des supports à l'extérieur. Par contre si on avait fait évider et que maintenant je refais générer des supports, ce qui se passe c'est que ça va créer des supports à l'intérieur de l'objet. Là on va avoir des supports dedans l'objet, vous voyez. On a des supports à l'intérieur de l'objet, du coup ça soutient les trucs qui sont dans le vide. Ça, c'est pas le remplissage, c'est les supports intérieurs. C'est pour ça que j'aime pas faire ça, parce que du coup, on a des supports qui sont coincés à l'intérieur de l'objet, qu'on ne pourra plus jamais enlever. Et du coup, bah voilà, ça fait dégueulasse, quoi. On a des supports à l'intérieur, c'est moche. Ça, c'est pas grave si on a de la résine pleine et voilà. Par contre, si on a de la résine transparente et qu'on veut vraiment que l'objet à l'intérieur soit transparent et qu'on n'ait pas des supports dégueulasses, bah du coup, faut prendre ça en compte. Hein, c'est des petites astuces que je vous donne, parce que depuis le temps que je fais de l'impression résine, j'ai quand même commencé à avoir des petites expériences sur tout ça. Et je commence à connaître maintenant ce que j'ai besoin, parce que de la résine transparente, j'en fais. Pour faire des systèmes avec des LED et tout ça, ça peut être intéressant.
Donc du coup, bah, ce que je fais, bah, c'est qu'en général, là, je vais faire remove les supports et puis je vais régénérer un objet plein. Et du coup, je vais faire les supports après. Parce que souvent, quand je fais des objets transparents, bah, je fais des objets pleins ou alors je fais des objets mais sans support à l'intérieur, comme je vous ai montré. Voilà, donc du coup, là, on va le réimporter, ce fichier. On va refaire un truc propre. Tac. Voilà, là, donc du coup, on est sur un objet propre. Ce qu'on peut faire, c'est que si on veut pas de support sur cet objet-là, hein, si jamais on veut faire comme ça, là, si on veut pas de support et qu'on va imprimer directement, bah là, on fait tranchage. On s'embête pas, hein. On fait directement tranchage et on aura un objet plein. Voilà. Donc là, du coup, on a quand même un objet vide. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a choisi de mettre un remplissage tout à l'heure dans les réglages de résine. Donc du coup, il nous a fait un évidage de lui-même et il nous a créé des supports. Voilà. Mais c'est pas tout à fait des supports en fait, c'est un remplissage. C'est comme si on avait un infill sur un objet imprimé en FDM. Voilà. Donc là, sauf que là, bah, lui, il sait où placer ses supports. Hein, parce que vu que c'est un remplissage. Voilà, donc du coup là on peut voir qu'on a un objet qui va mettre 2h46 à s'imprimer. Comme je vous disais tout à l'heure, si j'en avais mis 6, ben on aurait eu 6 objets en 2h46. Donc là on peut voir le poids, 15 grammes. On a des bidons de 500 grammes là, donc du coup on peut calculer en fonction de ça. Hein. Si on en avait 6, là on multiplie par 6. Voilà. On nous donne les millilitres, pourquoi? Parce que la densité, bah, c'est pas tout à fait la même par rapport au poids. Hein. Donc résine normale, là, donc on est, voilà, résine Proxima. Tac, là par contre, ouais je suis en résine normale, donc là je suis à standard gré. Voilà. Donc normal, c'est parce que c'est ici hein, que c'est marqué normal. Vous pouvez faire des réglages ici et changer le nom et ça changera le nom ici. La densité, tout ça. Là, j'estime qu'ils ont mis leurs réglages à eux, donc je pense que voilà. Après, il faudra faire des tests en fonction de la résine. Tout ça, je vous en reparlerai dans la partie 2, moi, une fois que j'aurai fait mes impressions. Voilà. Donc là, après les supports, tout ça, ça c'est à vous de vraiment travailler dessus. Hein. On peut travailler sur la hauteur des supports. Enfin, là, le support haut, c'est celui qui est ici. Le milieu, c'est ce qui est ici. Le bas, c'est la petite plateforme. Et le raft, c'est ce qui se met en dessous. Hein, si jamais on générait des supports. Là, on peut choisir le skate, on peut choisir le bas, la forme et tout ça. Enfin, on peut vraiment tout choisir, tout paramétrer. Mais tout ça, c'est vraiment après vous, en fonction de ce que vous allez imprimer. Si vous imprimez une forme comme ça ou si vous imprimez des objets, style figurine, ça n'a rien à voir du tout. C'est pareil, là, vous avez vu que ça a ajouté un support. Pourquoi? Parce que j'ai ici le petit truc qui est coché. Vous pouvez ici soit ajouter le support, soit supprimer le support. Vous cliquez dessus, vous faites supr, soit modifier le support. C'est-à-dire qu'en gros, si je génère un support ici, par exemple, et que là, on fait modifier le support, quand on va cliquer dessus, on peut le déplacer, comme ça. Voilà, mais là, si vous faites un support comme ça, il va pas servir à grand chose, je pense. Non, le truc là, modifier le support, c'est vraiment pour l'espacer de la forme. Hein, si jamais vous voulez l'espacer, si jamais ici on veut le diminuer, vous voyez, on peut faire ça. Là, si je rajoute un autre support juste à côté, et ici, on peut essayer de les rapprocher un maximum. Vous voyez que ça va créer une espèce de structure, ça les rendra beaucoup plus solides, vous voyez. Si jamais vous voulez mettre un support ici, par exemple là, on va le mettre là, sur le met là. Tout ça, c'est vraiment en fonction des angles. Parce que des fois, en génération automatique, il nous en met pas partout. Des fois, on a des coins qui restent dans le vide. Alors du coup, si jamais on veut mettre vraiment un support au petit coin, vous voyez que ici, ça nous a créé la structure automatiquement. Hein. Là, c'est vraiment à vous. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo qui dure 10 ans parce que c'est pas le but hein, de faire du Shitobox. Mais là, vous voyez, donc on a fait un tranchage tout à l'heure. On n'aura plus qu'à le sauvegarder sur la clé USB. Et on aura l'affichage sur l'imprimante qui nous montrera notre projet en cours. C'est pareil, comme je vous disais, quand on aura généré tous les supports, hein, si on a fait ça, on peut revenir en arrière et ici on peut sauvegarder notre projet comme ça. Là, on peut le sauvegarder et ça nous crée un fichier Shitobox, un projet quoi, complet. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer. En fait, on va passer sur le remplissage du bac. Hein, je vais vous montrer comment on met la résine dans le bac, mais il n'y a rien de spécial. Et après, on passera à la partie 2 un peu plus tard avec toutes mes impressions. Donc vous voyez pourquoi le niveau max c'est super important. Ça monte vraiment à ras une fois que le truc rentre dedans. Donc là on va mettre le capot. Il n'y a pas de soleil mais ça permet quand même d'éviter certaines odeurs qui remontent trop fort quand la résine travaille. Avec le cache j'ai remarqué que ça sentait quand même un peu moins fort. Bon après essayez de faire ça dans une pièce ventilée. Donc du coup j'ai mis la clé USB, j'ai mis un fichier dessus. Donc il n'y a plus qu'à faire print. Là on va voir, donc du coup ouais, comme je vous disais on a vraiment l'aperçu des fichiers, donc du coup moi je vais lancer mon fichier que j'ai généré, donc tac, donc là on est sûr que c'est celui-là, hein, on ne peut pas pivoter dessus par contre, hein, on peut juste regarder, là on met play et c'est parti. Donc du coup ce que j'aime bien faire au départ c'est écouter
enfin, je préfère écouter la première couche en fait. Je préfère entendre si ça fait bien le petit craquement en fait d'espèce de ventouse de fait que ça adhère ou pas. Si ça le fait pas au départ, c'est que ça adhère pas en fait. Là, je préfère être sûr que ça le fasse bien, que ça adhère bien. Parce que là, ils disent 25 secondes pour la première couche. Enfin, je veux dire, quand on est habitué à des imprimantes comme la Creality où c'est 60 secondes, parce qu'elle a besoin de beaucoup de temps d'exposition, ça fait bizarre. C'est comme sur la Sonic Mini, ça m'avait fait bizarre la première fois. Là, j'ai pas entendu l'espèce d'effet ventouse. J'espère que ça va vraiment adhérer. Je vais la laisser travailler. Ce que je fais en général, la première fois que je fais une impression comme ça, je fais de la petite pièce. Et ce que je fais, c'est que des fois, je la laisse pas aller jusqu'au bout. Ce que je fais, c'est qu'au début, je fais des tests de première couche pour être sûr qu'elle adhère bien à la première couche. Et de temps en temps, je la fais arrêter pour regarder si ça a bien imprimé. Là, je vais prendre confiance. Hein. On va dire qu'on va la laisser travailler. On va voir si elle est capable de faire avec les réglages d'origine qu'il nous donne. C'est la fin de la vidéo. Hein. Je vous coupe juste à la fin du calibrage et de la mise en route de l'impression. Alors moi, du coup, les deux petites pièces que j'avais mis à imprimer sont sorties nickel. Par contre, je ne vais pas vous les présenter tout de suite, les pièces. Pourquoi? Parce que je vais faire une partie 2, parce qu'il me reste encore pas mal de petits réglages à faire, parce qu'elles sont sorties, mais elles ne sont pas encore parfaites, parce que j'ai utilisé le réglage d'origine. C'est pas encore ce qu'il y a de mieux, mais franchement, la pièce est propre après, mais j'ai encore du réglage à faire, c'est pas ce qu'il y a de parfait, quoi. Hein, il y a encore des choses à voir, il y a eu des petites imperfections au niveau de la première couche. Tout ça, je vous le présenterai plus en détail dans la partie 2, parce que je vais faire des réglages plus poussés, que je vous partagerai, bien entendu, sur Shitoobox. Je vais également faire des tests d'autres résines. J'ai de la résine translucide de chez Monocure, j'ai de la résine Frozen à tester aussi, j'ai de la ABS Like. En gros, j'ai 4 bidons de 500 grammes de chez eux. Donc, franchement, je vais essayer de pousser au maximum les tests. J'ai pas mal de pièces à faire pour R2D2, des pièces détaillées. Parce que je suis toujours sur mon projet R2D2 et j'ai beaucoup de choses à faire dessus. Donc, j'en profite de faire de l'impression résine pour pouvoir faire des pièces détaillées également avec. Donc voilà, donc cette machine-là, ça va être pour moi, dans la première partie, là je vous fais une conclusion rapide de ce que je ressens par rapport à la qualité de la machine. Pour moi, c'est totalement approuvé. Après, on verra en fonction des impressions, mais je pense que de toute façon, après, c'est juste une question de réglage. La machine en elle-même, elle a les compétences pour faire des belles pièces, pour un tarif, je vous le rappelle, de 180 €. Même moins, hein. Je pense que sur vos comptes, quand vous payerez en USD, via PayPal, de toute façon, ou même la carte bancaire, je pense que ça va vous débiter en gros 170, 175 €. Ça va dépendre du coût de la conversion de l'USD euro. Mais franchement, pour une machine résine à moins de 200 €, moi je vous dis, si vous avez une hésitation et que vous choisissez, enfin vous cherchez une machine pour commencer l'impression résine, pour faire des figurines ou d'autres petits objets, franchement, n'hésitez pas, jetez-vous dessus parce que franchement, la marque le mérite. Hein. Franchement, c'est une marque qui a proposé un produit à moins de 200 € avec toutes ces qualités-là. Je pense que voilà quoi. Après, on le verra dans le long terme. Moi, je vous ferai une vidéo là déjà après toutes mes impressions dans la partie 2. Je pense que je vais imprimer plusieurs dizaines d'heures, même centaines d'heures. Et je verrai si la machine elle tient encore ses promesses au bout d'un certain temps, voir s'il y a de l'usure déjà ressentie ou pas. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour la partie 2. Hein. Je vais continuer à imprimer des pièces là. Et je pense que la partie 2 sera disponible début janvier. Parce que je vais lancer pas mal de choses dessus. Je vous ferai également une petite aparté pour vous montrer comment je nettoie mes pièces. Hein, j'ai une machine de cure UV avec un plateau tournant. Je vais vous montrer également comment je nettoie mes pièces dans l'atelier. Tout ça, je vais vous montrer plus en détail. Voilà. Donc je vous dis merci à tous, c'est grâce à vous que je peux tester ce genre de produit parce que c'est la marque qui m'a contacté et si la marque me contacte, c'est grâce à vous parce que vous vous abonnez à ma chaîne, vous soutenez ce que je fais et ça permet aux marques de me repérer au final et j'espère que mon contenu, même s'il n'est pas haut de gamme par rapport à certaines personnes et à certains gros youtubeurs, j'essaie de faire mon petit bout de chemin et de faire des choses qui me plaisent à moi d'abord pour ensuite vous les partager. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et à bientôt et bonne fête de fin d'année à tous. Allez, salut!